LBD. La base décide. La base diffuse. Vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. La vie scolaire s'est retrouvée en première ligne pendant la crise sanitaire. Le protocole bâclé de Blanquer a mis le feu aux poudres et les AED se sont mobilisés en masse. Pour nous en parler, Étienne de Sud Éducation Lorraine a recueilli les propos de Sophie, AED à Paris et militante à Sud Éducation. Début décembre, une mobilisation inédite des AED de l'Éducation nationale a été marquée par la fermeture de très nombreuses vies scolaires avec des taux de grévistes records. On retrouve aujourd'hui Sophie, AED en collège. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, pour quelles raisons les AED ont été si massivement en grève le 1er décembre ? Je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte principalement. D'une part, le fait qu'on a un statut précaire, donc on a des contrats de 1 an renouvelables 6 fois, au terme desquels rien n'est accordé aux AED qui ont fait leurs 6 années de bons et loyaux services. Ces contrats, on est donc payé au SMIC horaire, on a des semaines en temps plein de 41 heures, en contact direct avec les élèves en permanence, ce qui est relativement épuisant. On n'a pas non plus le droit, par exemple, aux primes qui peuvent être accordées aux fonctionnaires ou assimilés. Donc typiquement pour les établissements d'enseignement prioritaire, on n'a pas le droit aux primes REP et REP+, qui sont quand même des très bons compléments de salaire. Puis après, comme beaucoup de jobs précaires, on subit du mépris de la hiérarchie, on n'est pas pris en compte, jamais dans les décisions. Donc ça, c'est pour le statut. Et puis là, il y a quand même eu un mouvement qui a été fortement porté par ce que nous a fait la crise sanitaire de fait et le fait que ça a renforcé des conditions qui sont déjà difficiles à tenir en temps normal, et là avec les protocoles sanitaires, etc. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le contexte sanitaire a transformé ton métier d'assistante d'éducation ? Alors chronologiquement, il y a eu plusieurs phases. Donc le premier confinement où on est nombreux et nombreuses à avoir fait du télétravail alors qu'aucun décret ne stipule qu'on peut télétravailler et la manière dont on peut le faire. Donc il y avait peu de possibilités également pour nous de négocier des conditions de télétravail plus acceptables, des horaires. Donc des fois, on a des collègues qui recevaient des messages le week-end à n'importe quelle heure ou qui recevaient leurs ordres de mission pour le lendemain à 23h30, ce qui est juste pas acceptable dans une situation où tout le monde est en stress. Donc il y a eu ce moment de télétravail très flou où personne ne savait trop ce qui allait se passer et où on parlait en plus jamais de nous. Ça, on a un peu l'habitude, mais là du coup ça nous a pesé plus. Ensuite, il y a eu la reprise à partir du 11 mai, où on s'est retrouvé à devoir appliquer des directives qui nous ont été données pour beaucoup la veille pour le lendemain, qui changeaient en permanence. Par exemple, dans l'établissement où j'étais, au départ, on devait avoir 8 élèves par salle de classe. Et puis ensuite, d'un coup, on a poussé les murs. Je ne sais pas de quelle manière, mais on s'est retrouvé avec 10, 12 élèves. Et ça respectait toujours le protocole sanitaire. Et encore une fois, ces protocoles sanitaires, ils sont faits souvent, principalement par les directions, sans nous consulter, alors qu'il y a beaucoup de moments de vie scolaire, comme on les appelle, qui reposent sur notre travail. Donc ça a été mai-juin. Et pareil, on naviguait à vue. Et puis, depuis cette rentrée de septembre, et encore plus depuis la rentrée après les vacances de la Toussaint, donc là, c'est pareil, on a des protocoles sanitaires qui ont changé dans tous les sens. Un des gros moments de crispation, de tension qui est très épuisant pour nous, c'est le moment des temps de cantine. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des réfectoires où tous les élèves n'ont pas leur masque, ce qui est normal. Mais en fait, nous, on ne nous offre aucune protection supplémentaire. Comme tous les personnels de l'éducation nationale, on a eu ces fameux masques DIM dans des endroits où les élèves, de fait, étaient sans masque pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, avec les services en cumulé. Et donc, ces moments, on s'est retrouvés à faire des tâches qui ne sont pas non plus comprises dans nos contrats, comme la désinfection des tables, sachant qu'on dirait que tout le monde sait faire le ménage, mais en fait, le ménage en collectivité, le ménage dans des zones de repas, c'est pas n'importe quel ménage, il y a des produits à utiliser, il faut le savoir de certaines manières. C'est des produits qui peuvent être corrosifs, on se retrouve avec des blessures sur les mains, parce qu'on ne nous avait pas dit qu'il fallait mettre de gants et on ne nous les avait pas fournis les premiers jours. Donc il y a eu tous ces moments de tension et tout ça agrémenté de changements permanents dont on était très souvent prévenus à la dernière minute. Et ce qui s'est passé aussi à la rentrée de novembre, et ce qui a beaucoup agacé chez les AED, c'est qu'en lycée, il y a eu ces demi-groupes et que c'était aussi quelque chose que nous, on avait demandé en collège, parce qu'on ne voit pas la différence. En fait, on a des cantines pareilles,
notamment dans les établissements de zone urbaine qui sont souvent assez restreints en termes d'espace. Donc en fait, tous ces moments-là, ils ont été improvisés. On n'a pas accédé aux demi-groupes, donc on avait vachement de monde. Nous, par exemple, les différents services, la mise en place de différents services, elle a eu lieu quasiment un mois après la rentrée de novembre. Donc c'est tout un tas de moments où on est complètement mis en danger sur notre lieu de travail et où en plus, on nous remercie à peine. Il y a aussi des nouveautés juridiques, de précarisation encore plus de statut dans le cadre de la crise sanitaire. Et j'ai 2 exemples là. On a eu la création d'une brigade mobile d'AED. Donc on ne savait pas trop bien si c'était pour remplacer les cas contacts ou pour remplacer les collègues en grève. Ça a été utile pour les deux. Mais en fait là on est face à des personnes du coup qui elles ont un statut extrêmement précaire, qui ne peuvent rien dire, qui sont affectées à des établissements la veille ou parfois peu avant, qui ne connaissent rien et qui sont balancés dans la fosse aux lions. Non pas que nos élèves soient des lions, mais quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Et donc voilà, on les balance, on les trimballe d'établissement à établissement en plein milieu de l'Académie de Paris. Et en plus, ils peuvent être vus comme des briseurs de grève par leurs autres collègues. Donc ça affecte encore plus les dynamiques de solidarité, qui sont un peu les choses qui nous font tenir au quotidien et particulièrement en ce moment. Et là, on a la création, depuis le début du mois de décembre, de contrats AED de 2 mois, donc de mieux en mieux, qui sont des contrats. Alors là, c'est pas tant pour remplacer les AED potentiellement malades, mais pour remplacer uniquement des profs malades. C'est-à-dire que c'est des demi-dotations horaires temps plein, donc c'est en gros des mi-temps sur une petite période, qui sont censés venir pour pouvoir surveiller les élèves en classe si le prof ne peut pas venir car peut contaminer, mais peut faire son cours en ligne. C'est comme ça qu'on nous le présente. Dans les faits, en fait, ils vont juste être intégrés aux équipes, pareil, en plein milieu d'année. Donc, en fait, ils sont lancés là-dedans et c'est des contrats extrêmement courts. Et eux, au bout de 2 mois, en fait, ils ont assez peu d'espoir d'avoir quelconque reconnaissance de ce qu'ils ont pu faire et du service rendu. Donc ça, c'est des moments de précarisation. Et on a un petit peu l'impression là que l'institution a mis le pied dans la porte ouverte qui est apportée par cette épidémie pour faire passer une précarisation supplémentaire et des possibilités en fait de, encore une fois, recourir à des pions. On revient à ce fameux statut de pion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le métier d'AED ? Nous, on s'occupe de tous les temps parascolaires pendant la journée d'école, mais plus en général plutôt de la journée de collège ou de lycée. C'est quoi ces temps parascolaires ? Et en fait, c'est tous les petits temps sociaux qui agrémentent le pourtour des heures de cours. Donc, il y a l'entrée des élèves, il y a également, bien sûr, les récréations, la cantine. Et on a toutes ces heures, pareil, un petit peu floues dans la tête des élèves, qui sont les heures de permanence et les heures de colle. On gère la vie scolaire, mais donc du coup aussi l'organisation de la vie collective. Et en fait... après en avoir parlé avec beaucoup de collègues, nous aussi on trouve qu'on enseigne. On enseigne d'autres choses, on enseigne apprendre à vivre en collectivité, apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses émotions. Au collège par exemple, on est quand même dans une énorme phase transitoire entre l'âge enfant et vraiment l'adolescence qui amène vers l'âge adulte. Typiquement, ces questions de gestion d'émotions, on les a beaucoup. Et c'est des choses qui impactent profondément l'ambiance scolaire, le climat scolaire, comme on dit dans les textes, mais aussi la vie des élèves et leur capacité ensuite à se mettre au travail et à bénéficier des autres apprentissages. Donc voilà, nous, c'est vraiment tout ça qu'on fait. Et puis du coup, en fait, on sert un peu d'adulte relais entre les enfants, les élèves et les professeurs et l'administration. Parce que, vu qu'on a ce statut un petit peu particulier, on sert aussi un peu de confident. Et puis on est un peu des bouche-trous. De fait, on remplace les infirmiers et les infirmières quand ils ne sont pas là. On fait office de psychologue scolaire parce qu'en fait, il y en a très peu et clairement pas assez. Parfois, on fait aussi un travail d'assistante sociale, de fait, de conseiller et de conseillère d'orientation. En fait, c'est tous ces petits boulots-là de gestion du quotidien. Et ce qui fait que en fait, les lieux d'apprentissage ne sont pas que des lieux d'apprentissage, c'est aussi des lieux de vie pour les élèves. On dit souvent que les AED, comme les contractuels de l'éducation nationale, sont des personnels précaires. Tu l'as déjà en partie expliqué, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi, en tant qu'AED, on se ressent comme précaire ? Alors, du coup, là-dessus, il y a
l'objectif et le ressenti, on va dire. Objectivement, c'est un peu les conditions contractuelles que j'ai définies tout à l'heure. Ce qui est compliqué aussi, c'est que voilà, sur cette histoire de CDD renouvelable, c'est qu'on a aussi toujours cette épée de Damoclès pendant l'année, parce qu'il y a cette fameuse période de juin, qui est la période des renouvellements, sachant que ces renouvellements, ils peuvent nous être annoncés jusqu'au dernier jour de classe, donc c'est souvent début juillet. Et donc en fait, nous, c'est toute une vie qu'on doit organiser aussi autour de ça, et qui dépend d'un renouvellement ou non. Et en fait, on n'a aucun moyen de mettre la pression aux directions des établissements. Donc en fait, on attend, on est dans l'expectative. Et ces moments de renouvellement, c'est aussi des moments où on a l'impression qu'on est jugé de manière plus ou moins objective. Il y a beaucoup de non-renouvellements qui sont de manière non dite, mais en fait des sanctions de jours de grève. L'année dernière, on en a eu énormément. Cette année, on a assisté à des énormes vagues de non-renouvellement. En fait, c'était beaucoup dû au mouvement de grève suite à la réforme des retraites. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on a l'impression d'être des éternels ados, pas vraiment des adultes et pas vraiment des professionnels non plus. Souvent, on valorise peu nos parcours, nos compétences spécifiques et qui on est, nos personnalités, dans les missions qu'on nous donne. Souvent, on nous appelle en disant « j'ai besoin d'un AED là, j'ai besoin d'un AED pour m'occuper de tel élève, etc. etc. » Alors que comme tout le monde, on est nombreuses à être étudiants à côté, par exemple. Donc on a des domaines de prédilection dans l'aide aux devoirs. C'est ça aussi la précarité. La précarité, c'est aussi le fait qu'on a l'impression que malgré des mois et des années de travail sérieux, où on doit se lever hyper tôt le matin, où on travaille aussi parfois pendant les vacances scolaires malgré ce qu'on pense, où on se retrouve à endosser des responsabilités pour lesquelles on n'a pas signé. Du coup, après ces années-là, en fait, il y a peu de choses. On n'a pas de validation des acquis de l'expérience en fait, qui découle. Alors que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir après 6 ans à faire ce travail. On a une connaissance de l'institution, une connaissance de processus pédagogique, une connaissance même des manuels scolaires et des programmes qui est supérieure à, on va dire, une personne lambda qui n'a jamais travaillé dans l'éducation. Et en fait, ça, c'est pas du tout valorisé. Pareil en termes de formation. Ça, alors au niveau de la précarité, la formation, c'est-à-dire que moi, mais comme la majorité des AED, j'ai commencé, on m'a foutu les pieds dans le collège. C'est tout. On n'a pas de formation. Des fois, on arrive à obtenir des formations en cours d'année. On est souvent les derniers servis quand il y a des formations académiques, etc. On a peu le choix. C'est des formations qui sont parfois contradictoires avec nos horaires de cours, par exemple, et c'est pas réfléchi. Alors que les académies le savent, qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des contrats étudiants. Donc c'est toutes ces petites choses. Et enfin, d'un point de vue subjectif, il y a aussi le fait que des fois on travaille dans des établissements scolaires, au bout de 6 mois on connaît toujours pas notre prénom. On est un tel avec les cheveux rouges, et ce genre de choses qui sont d'une grande violence. Le fait qu'on ne requiert pas, par exemple, nos témoignages dans des conseils de discipline, alors qu'on apporte une autre vision des élèves. Le fait qu'il n'y a pas forcément énormément de CPE, par exemple, qui invitent les AED à venir avec des rendez-vous parents pour régler des histoires qui se sont passées et qui nous concernent. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Avoir vraiment l'impression qu'on est des pions. Il y a des moments, ça se voit. On nous donne des plans d'établissement et on nous dit « vous devez être là. » Et puis c'est tout. Et en fait, ça, c'est trop pour nous. Et parce qu'en plus, de fait, il y a un engagement émotionnel dans ce travail qui est pris par beaucoup d'entre nous, où en fait, on adore nos gosses, on a envie d'aider leur famille, on a envie qu'ils aillent bien et qu'ils aient, d'une manière ou d'une autre, qu'ils retirent quelque chose du contact avec nous, et que ça aussi, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Tu parlais tout à l'heure d'être pris et prise pour des pions. C'était l'un des slogans qu'on a beaucoup chanté le 1er décembre, et il y a une mobilisation qui se construit en janvier à l'appel de différents collectifs d'AED, à l'appel de syndicats également. Alors, quel rôle les collectifs et les syndicats peuvent jouer dans les combats à mener par les AED ? Alors, c'est large. Déjà, dans un sens, ces collectifs, ils permettent de mettre à mal un petit peu la précarité qu'on subit. Parce que cette précarité, elle fait aussi qu'on est extrêmement atomisé en tant que travailleurs et travailleuses. Notre équipe, elle est mouvante, elle change chaque année. Rares sont les personnes qui font toutes leurs années dans le même établissement pour diverses raisons. Et donc, c'est dur de créer des collectifs juste de paroles et d'individus et de personnes qui échangent des ressentis et qui s'entraident à travers ça pour trouver des meilleures solutions, des meilleures attitudes, pratiques, etc.
Donc ça casse ce côté-là de la précarisation, le côté atomisation. Et quand on a monté le collectif l'année dernière, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, en fait, on s'est rendu compte que la première AG qu'on a fait, c'était un énorme cercle de parole. Et on s'est retrouvés en fait, à avoir une AG extrêmement longue parce qu'on échangeait nos ressentis. Et ça paraît peut-être anecdotique, mais je pense qu'en fait, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aux collègues aussi qui sont dans des établissements, les petits établissements ou les lycées, où des fois les équipes sont de 2-3 personnes, où ils se voient très peu. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de créer du collectif autour, d'avoir des ressources, de des fois juste avoir des épaules sur lesquelles s'appuyer un peu quand ça va pas, quand on nous a mal parlé une énième fois. Donc voilà. Donc ça casse cet aspect psychologique et social lié à la précarité de notre emploi. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, après ce moment d'échange, de pratique, de ressenti et de vécu, en fait, on s'est rendu compte qu'on était nombreux et nombreuses à subir, à souffrir des mêmes choses. D'un manque de reconnaissance, mais aussi de paye de misère. Un loyer, c'est 500, 600 euros. En fait, le mi-temps à 630 euros, c'est complexe, vraiment. Et on s'est rendu compte en discutant qu'on pouvait tomber d'accord sur déjà les choses qui n'allaient pas, et ensuite sur les solutions que nous on voyait. Et qu'en fait, personne ne nous demande jamais notre avis. Du coup, on est pas mal d'être ensemble pour s'interroger et pour trouver des solutions. Et donc ces collectifs, ils ont aussi permis du coup de mutualiser des forces et des connaissances. On a des collègues parfois qui font des études de droit par exemple, qui comprennent le droit du travail et qui peuvent nous aider. On a des collègues, qui font des études dans l'art et dans le graphisme et du coup qui font des super affiches pour partager sur les réseaux sociaux. Mais aussi du coup on se retrouve nombreux, on peut appeler d'autres vies scolaires, organiser des petites formations et se soutenir entre nous. C'est là où ça a vachement bien marché, les collectifs. Et puis nous, du coup, l'année dernière, on se retrouvait à faire des cortèges de surveillants. Et on n'avait jamais vu ça avant, de nous, notre expérience. Après, ça a peut-être existé. Et en fait, c'est aussi ces moments festifs et bon enfant, ça aide à faire des soupapes de décompression dans des emplois qui sont soumis à un stress parce que on travaille avec l'humain, donc l'humain c'est imprévisible et puis des fois l'humain ça pète des plombs. Ces collectifs nous ont vraiment aidés là-dedans et donc on a mutualisé nos ressources. Ce qu'on a pu faire, oui, c'est notamment des tours d'appel, essayer d'avoir des bonnes pratiques, de discuter entre nous, de se donner des conseils par rapport à des pratiques clairement abusives de direction. Et ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que cet isolement, des fois, nous faisait accepter des choses de la part de la direction ou d'autres collègues ou de CPE, etc., qui dépassaient, d'une part, un cadre humain, mais aussi, d'autre part, le code du travail. Mais en fait, quand on est seul, par exemple, les situations de harcèlement au travail sont difficiles à objectiver quand on est seul. Parce qu'il y a toujours ce moment où on va se remettre en cause et se dire « c'est moi qui dois me faire une histoire, c'est moi qui dois monter quelque chose dans ma tête, ça n'existe pas ». Et le regard des autres, ça aide aussi à s'assurer de ça. Et à se dire « si en fait, si c'est de l'abus ». Donc ces collectifs nous ont aidés à tout ça. Et puis, c'est aussi que, vu que c'est un travail précaire, on a quand même peu de syndicalisation. En fait, je connais pas du tout le taux de syndicalisation des AED et je suis même pas sûre que le ministère le connaisse, mais c'est très très faible. C'est extrêmement rare. Moi je sais que ça étonne vraiment les gens, mais à chaque fois quand je dis non, mais bien sûr que je suis syndiquée, parce qu'ils se disent mais pourquoi vous êtes syndiqué ? Je veux dire, vous allez rester là, ça va durer 2 ans, je comprends pas l'intérêt, tu veux même pas devenir prof après, pourquoi tu te prends la tête ? Oui, mais du coup, il y a aussi tout un tas de pratiques, de ressources et d'habitudes qu'on ne développe pas entre nous. Et vraiment, casser cette solitude, réfléchir à des solutions par le bas, prendre la parole qu'on refuse de nous donner, c'est tout ça que ça nous a apporté le collectif sur toute l'année dernière. Merci Sophie, c'est toujours enthousiasmant de voir qu'il y a des personnels qui se mobilisent et de mieux comprendre les revendications. Et on espère que la grève à partir du 19 janvier pour ce 2e round de mobilisation sera un succès. C'était LBD, le podcast de Sud Éducation, et d'ici la prochaine émission...